Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. Bonjour chère auditrice, chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir Alban Bourdi, écrivain, président fondateur de l'association Surdoué Sens et conférencier. Dans l'épisode 2 de la saison 2, Alban nous avait parlé de la manière dont sa sensibilité lui avait permis d'exprimer pleinement sa singularité. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cet épisode, vous pouvez le retrouver parmi les épisodes précédents de la saison 2. Dans cet épisode, Alban va nous montrer la manière dont il s'est construit une vie sur mesure. Bonjour Alban et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, quelles sont les valeurs qui t'animent profondément ? Je dirais vraiment toujours la justesse, c'est-à-dire vraiment de sentir parce que ça peut être différent selon les situations, c'est pour ça que c'est une valeur qui fait appel à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on va dire du tout, qu'on n'identifie même pas forcément, parce que ça peut être différent selon les situations, selon les jours et les contextes. C'est pour ça que j'aime bien vraiment m'appuyer sur cette valeur-là, parce que je sais que je ne peux pas la maîtriser intellectuellement. Donc, c'est quelque chose qui va faire vraiment appel qu'au ressenti, qui peut avoir plusieurs natures en fonction de la situation, mais qui reste une espèce d'exigence, quoi. C'est-à-dire, j'aime pas le mot exigence, il peut être un petit peu trop violent, une espèce d'alignement, quoi, qu'on recherche, en cherchant la justesse un peu dans tout ce que je fais. Il y a ce côté accueillir ce qui est, sentir vraiment comment on sent ce qui est autour de nous, comment on sent le moment, comment on sent l'atmosphère ou tout ça. Donc, il y a une espèce de faire l'harmonie un peu dans tout ça et puis se sentir, c'est-à-dire avant, si on pense à dire quelque chose ou à faire quelque chose, avant sentir si c'est juste. Donc, je pense que là, c'est une espèce un peu de valeur universelle qui conjugue beaucoup de choses, mais dans une entité qui n'est pas maîtrisable ou rationalisable. Donc, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt la valeur clé. Et après, sinon, oui, l'authenticité. Mais ça se ramène un petit peu à la justesse, mais plus, parce que si c'est juste, forcément, c'est authentique. Mais oui, un petit peu de dimension. Cette authenticité, je la vois plus par rapport à moi-même, et puis la justesse un peu par rapport à l'extérieur. Mais ça se ramène un peu à là, quoi. C'est-à-dire vraiment toujours sentir, être dans son ressenti, dans la vérité du moment et dans sa propre vérité. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme valeur ? Il y en a sans doute d'autres, mais je ne mets pas toujours forcément des mots, je n'aime pas toujours forcément mettre des mots, mais c'est vrai que je pourrais dire de partage. Hein. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir vraiment rencontrer la personne dans sa vérité, dans sa propre authenticité, dans sa singularité, et non pas dans son moi social ou dans un contexte ou tout ça. Donc, mais là, le partage, enfin bon, il peut être possible, on ne maîtrise pas spécialement, donc ça peut être qu'une ouverture au partage, je pourrais dire, enfin, si c'est dans la vie de tous les jours, mais enfin, essayer de susciter le partage et de permettre, de réunir les conditions du partage dans la justesse. Et puis le côté résolument positif, voilà, de tout ça, enfin, être dans une démarche toujours positive. Mais bon, à la fois, si c'est juste, je pense que c'est forcément un peu positif de toute façon. Mais c'est vrai, toujours aussi quand même aller chercher enfin cet élan, toujours ce truc de ne pas subir et de créer, de proposer et puis d'oser, de rester toujours dans quelque chose de positif. Moi, par exemple, dans mon parcours, je subissais quand j'étais jeune la vie, j'ai l'impression de la subir partout, je subissais tout. Et il y avait juste quand je prenais une feuille et un stylo, c'est pour ça que je prenais souvent une feuille et un stylo, où là, j'avais l'impression de ne pas subir du tout, parce qu'au contraire, j'étais plus en récepteur passif qui se faisait submerger et agresser, on va dire, par différentes choses. Je restituais, j'étais en émetteur, et donc là, j'ai l'impression que tous les éléments, je pouvais les remodeler, les redessiner, les renluminer. Je ne sais pas trop si c'est français, ça, mais c'est ce truc maintenant que j'arrive à faire autrement qu'en écriture, donc je trouve ça formidable, mais c'est un peu ça, c'est se chercher toujours à ne pas subir, mais à renvoyer du positif, peu importe même ce qu'on peut recevoir ou ressentir de l'extérieur, mais rester dans cette justesse et dans cet élan positif et bienveillant. Et t'est-il déjà arrivé d'agir en contradiction avec ces valeurs ? Par le passé, beaucoup, parce que dans la justesse, ça c'est vraiment récent, c'est vraiment suite à un moment, à un point de bascule où conforté par la connaissance de différents ouvrages et différents langages qui se tenaient,
J'ai réussi à accepter, on va dire, mes singularités avec lesquelles j'étais en guerre. Et puis, mais avant ça, j'étais vraiment pas dans la justesse, puisque au contraire, j'essayais toujours de m'adapter un peu aux personnes. Et puis même, je cherchais le truc qui fasse plaisir ou tout ça. Donc, j'étais vraiment pas dans la justesse. Puis, j'avais pas assez de respect pour moi ou de confiance en moi pour vraiment être dans la justesse, parce que je n'aurais pas vu même l'intérêt, quoi. Je me faisais pas assez confiance pour penser que j'avais quelque chose d'intéressant à dire, il n'y avait pas assez d'accueil de moi-même, donc il n'y avait pas de justesse à ce moment-là. Après, le côté positif, ouais, je n'ai pas toujours été forcément non plus très positif comme ça. Alors que pourtant, j'ai toujours eu la conviction, la certitude que pourtant il y avait matière à l'être. Mais entre ceux dont j'avais une conviction profonde et ceux que j'arrivais à mettre en application, il y avait un grand fossé dans mes jeunes années. Donc, la façon dont je vivais, c'est vrai que je pouvais me plaindre un peu que ce que je vivais n'était pas en concordance avec ce que j'avais l'impression d'être, mais à la fois, c'est vrai que même la façon dont je me comportais, la façon dont j'étais, n'était pas en concordance avec mes convictions, mes valeurs profondes. Donc, il y avait là un décalage qui explique le décalage extérieur après dans la concordance. Il n'y avait déjà pas une concordance entre mes pensées profondes et mes façons de me comporter, donc fatalement. Alors au départ, tu as débuté comme écrivain fantôme pour différentes personnalités, avant de publier ton premier roman en juin 2013. Y a-t-il eu un événement particulier qui t'a fait sortir de l'ombre? Oui, il y a eu un événement particulier, puis un événement très, très impactant. Mais pour l'histoire d'écrire, c'était un peu bizarre, en fait, parce qu'on dit toujours, donc, noirci énormément de cahiers, écrit énormément. Mais alors, j'ai beaucoup écrit de théâtre, parce que c'était tous les dialogues qu'il y avait dans ma tête, voilà. Donc, je leur donnais des personnages, et c'était, bon, comme je faisais du théâtre, en plus, quand j'étais jeune, en fait, quand j'ai quitté l'école, j'ai fait beaucoup de théâtre. Donc, il y avait cette facilité et cet amour du mot. Puis en plus, le théâtre, un peu avec un langage à la Racine ou voilà, Molière. Mais j'écrivais énormément. Mais j'écrivais surtout des courts textes, ou des fois, j'écrivais rien que pour la beauté de tracer un mot et puis de tout ce que ça avait, ou de mettre des mots ensemble. Mais il n'y avait jamais, si c'était une histoire que je racontais, c'était vraiment un synopsis ou une histoire courte, ou alors c'était sous forme de théâtre, mais il n'y avait jamais d'ébauche d'un roman, d'une histoire vraiment construite sur plusieurs dizaines de pages, voire plusieurs centaines. Mais de l'extérieur, les gens trouvaient toujours que j'écrivais bien et puis qu'ils me voyaient tout le temps écrire. Donc, ils disaient toujours: ah, mais pourquoi tu ne te lances pas? Pourquoi tu n'écris pas? Pourquoi tu ne sors pas un livre? Et tout ça, c'est incompréhensible et tout ça. Puis moi, je me disais: mais j'ai rien à raconter. Enfin, j'ai rien à développer sur l'ensemble d'un livre. J'ai pas le matériau. Donc, voilà comment je m'en suis retrouvé avec cette réputation un peu que j'étais écrivain sans l'être encore à l'époque. Ben voilà, j'avais beaucoup de personnes qui me contactaient pour que j'écrive leur parcours, leur récit. Enfin, eux avaient une histoire à raconter. Moi, j'avais les capacités, on va dire, de bien les rédiger, enfin, de ce qu'on disait. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a eu ce contexte-là où j'écrivais les histoires des autres, mais que j'écrivais pas les miennes. Et puis, quand j'en ai eu vraiment une très, très intense, vraiment très impactante, qui m'est arrivée et qui était très, très forte à différents aspects, mais sur un plan sentimental, mais avec toute une histoire en plus derrière rocambolesque, il y avait vraiment un besoin, mais je dirais même une évidence d'écrire cette histoire. Elle s'est écrite un peu toute seule. Quand je vois après, quand j'ai écrit, il y a de la phase de construction. Là, je dirais même pas l'histoire, elle était toute faite. Elle est simplement jour et nuit, pendant quelques jours. C'est sorti comme ça, c'était quasiment tout fait. Et l'histoire, il y avait tellement un grand besoin pour me la réapproprier, pour comprendre, pour essayer de la faire comprendre, pour apprivoiser. Puis bon, aussi, dans le contexte, c'était très pour que la personne avec qui voilà, dont j'étais amoureux comprenne mieux l'histoire, ce que j'avais vécu, tout ça, enfin qu'elle soit touchée. Enfin, il y avait tout ça dedans. Mais donc, il y avait quelque chose où là, c'est passé de bah non, je ne comprends pas pourquoi les gens voudraient que j'écrive une histoire, je n'ai pas d'histoire à raconter, c'est passé, oula, j'ai une histoire à raconter, ah bah oui, là, vraiment, et puis c'est impérieux, il faut à tout prix que je la raconte. Et donc, on passait un peu du tout au tout. Voilà, donc le premier livre, la bascule qui s'est fait de passer à écrire mes propres romans, mes propres histoires, a été faite de façon spectaculaire par ce truc-là où il y avait vraiment un espèce de raz-de-marée qui emportait tout, où voilà, il fallait raconter ça, quoi. Et en quoi est-ce important pour toi de mener une vie en adéquation avec tes valeurs et tes aspirations? J'aime beaucoup le terme d'aspiration parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui nous aspire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné,
dans ma vie. C'est vraiment, pour différentes choses. Là, je pars aussi sur quelque chose d'un peu complexe peut-être à exprimer. Il faut que je ressente le truc. Je trouvais ça très décevant, justement, qu'il y ait ce côté où on reste souvent dans un contexte sociétal et puis on ne se connaît pas vraiment les uns les autres, on n'ouvre pas son cœur vraiment aux personnes. Et puis, je trouvais ça vraiment regrettable qu'on fasse souvent des projections, qu'on imagine ce qu'on pourrait faire et ce qu'on voudrait faire. Et moi, en plus, comme cette propension à stresser très rapidement et tout ça, il y a un moment donné, j'ai comme un peu tout lâché et je me suis dit que je voulais pas du tout faire de projet sur le long terme. Je voulais pas avoir un plan pas de carrière, de vie, mais enfin, je voulais pas avoir un plan comme ça. Et je voulais vraiment ouvrir un maximum à ce qui était, à ce qui vivait, à ce qui vibrait aux autres, à moi et tout ça, et sans en avoir une idée préconçue, sans rien projeter, sans me dire je vais faire ça parce que après peut-être que je peux faire ça. Et j'ai fait un espèce de vide comme ça. Et là, j'ai senti vraiment après au début, ça peut faire un peu peur. Ça soulage quelque part, parce qu'il y a l'impression d'être dégagé des enjeux et tout ça. Donc au début, j'étais très soulagé de faire ça. Après, un petit peu peur, parce qu'on a l'impression d'évoluer donc un peu à tâtons, et puis du coup, de ne pas avoir trop de visibilité. Puis après, il y a un moment où on voit arriver un peu des choses, et on a l'impression, oui, qu'elles nous aspirent. Donc j'aime bien le côté aspiration, le côté où qu'elles nous appellent. Et après, j'ai vu se dessiner des choses, des projets, des idées comme ça, et qui étaient très, du coup, légères et à la fois très intenses, très fortes, parce qu'il n'y avait pas ce côté où elles avaient été pensées, elles apparaissaient comme ça, et puis c'est comme si elles m'appelaient. Donc comme si je commençais à voir la lumière, je me disais, ah oui, il faudrait aller dans cette direction-là, oui, je sens une aspiration, je sens un appel, et puis on se dirige comme ça. Après, il faut une certaine confiance qui vient petit à petit, parce que là où on met les pieds, on ne sait pas trop, on ne voit pas trop où on met les pieds, mais on sait où on va, mais pas parce qu'on a décidé ou pas parce que c'est logique que ça soit comme ça, mais parce qu'on a ce truc qui nous appelle ou qui nous aspire. Et donc ça, je trouve que c'est tellement, ouais, c'est assez enivrant, assez délicieux à vivre. Donc c'est sûr que je trouve que vivre selon ses aspirations, ça procure tellement de frissons, je veux dire, et de satisfaction. Je n'ai pas forcément le mot satisfaction, mais parce que satisfaction, pour moi, on satisfait un peu un besoin, où on est content de soi hein, parce qu'on a fait quelque chose, alors que je considère que c'est un peu sans fin. Donc, mais en tout cas, ça nous remplit, quoi, voilà, je dirais, plutôt que satisfaction. Donc oui, je trouve ça très important parce que ça permet de vivre une vie, une autre dimension, j'ai l'impression vraiment beaucoup plus intense, beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus vraie, avec des interactions beaucoup plus fortes et qui nous comble, quoi, vraiment, hein, alors avec une espèce de grand espace de liberté. C'est magnifique, vraiment, quand on sent que c'est quelque chose qui nous appelle, mais qu'après, il faut quand même y aller. C'est pas passif non plus, hein, et c'est ce mélange, cet équilibre-là que j'aime beaucoup il y a un côté grande ouverture, donc dans la réception, donc on se laisse un peu guider, mais on fait quand même. Il y a un équilibre à trouver entre le fait de pas juste se laisser porter, mais pas non plus d'être dans le faire. J'ai réussi à toucher ce truc-là et donc je trouve ça vraiment très plaisant et c'est sûr que donc c'est très important pour moi. On a l'impression d'être vraiment toujours, quand on est dans cette démarche-là, toujours être au bon endroit, au bon moment. Donc c'est surtout quand on a vécu comme moi les 30 premières années où j'avais plutôt l'impression d'être toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est assez spectaculaire à vivre. Mais ça me parle beaucoup, cette image, que tu as quelque chose qui t'appelle, en fait, parce que c'est un peu, l'historique de mon podcast. C'est quelque chose qui est né, d'un élan du cœur. J'ai eu une aspiration sur l'instant. J'ai contacté Saverio Tomasella et en fait, après, il m'a dit: «Oui» et là, je me suis dit: «Ah! Oui, d'accord» et après, bah, j'ai dû tout construire derrière parce que j'avais absolument aucune idée du projet et c'est pour ça que je construis au fur et à mesure. Donc ça me parle énormément et ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment fabuleux. Mais j'y aurais jamais pensé au départ, quoi. Enfin, c'est juste né comme ça. J'ai une sorte d'élan d'appel, d'aspiration du moment et je me suis dit: «Tiens» et puis comme tu dis après, ben, après faut y aller aussi, c'est pas tout et trouver ce juste équilibre, entre, bah, tes aspirations et le faire, quoi. Enfin, il y a une espèce Oui. d'équilibre à trouver, ouais, complètement. Donc, je comprends ce que tu dis, ça me ça fait écho en tout cas à ce projet-là. Et t'arrive-t-il d'avoir des doutes sur la manière de mener à bien tes projets et comment fais-tu pour les dépasser?
il y a vraiment deux surfaces. Il y a un peu, c'est toujours un peu le côté roseau et chêne, je trouve, un peu des personnes hautement sensibles. C'est que en surface, on va dire dans la vie de tous les jours, un peu, ce moment, ça peut être très facile de me faire douter. Parce que le moindre truc, je peux me faire une remise en question très profonde et puis me dire, ah oui, en fait, ça ne marche pas et tout ça. Donc le doute, il peut arriver facilement. Mais après, pour qu'il soit vraiment profond, ça m'arrive plus. Bon, avant, bien sûr, je pouvais douter de tout, surtout. D'ailleurs, j'étais une époque où j'étais tellement plus ne pas heurter l'autre et puis tellement manque de confiance en moi que le doute, il était terrible. Je pouvais complètement douter de ceux dont j'étais sûr, dont ceux que j'avais vus. Je pouvais dire si vraiment il y avait une personne à côté de moi, alors s'il y en avait deux, encore pire, mais qui me disait non, en fait, il n'y a pas eu ça, il y a eu ça. Je disais, ah bon, bah oui. Et puis voilà, c'était même pas vraiment que pour leur faire plaisir. C'était vraiment que je me remettais complètement en question jusque-là, quoi. Un truc qui pour moi était évident, que je savais que j'avais vu, mais on pouvait me faire réécrire l'histoire absolument comme on voulait. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ne se sont pas gênées pour abuser un peu de ce trait-là, parce que je pouvais vraiment douter et puis et réécrire l'histoire en fonction de ce que les gens attendaient ou qui arrangeaient les personnes. Donc le doute, c'était vraiment quelque chose de très fort. Mais maintenant, le doute, il ne touchera pas trop quelque chose de profond parce que je ne suis pas forcément sûr du moyen ou de la forme, mais je suis sûr de l'intention et de l'essence. Le doute n'ira pas jusque-là. On peut me faire avoir des doutes sur ce que je fais dans la forme, mais pas dans le fond. Donc ça reste un peu un doute un peu superficiel qui peut faire ployer, mais donc qui n'entamera pas la base. Et ce que je dirais aussi sur le doute comme ça, c'est que souvent la façon dont je passe outre comme ça les doutes, c'est d'avancer à l'étape suivante, c'est-à-dire de continuer à être dans l'action, c'est-à-dire plutôt que de dire ah oui non j'aurais pas dû faire ça. J'ai horreur de ça en plus parce que je trouve que ça c'est un cercle vicieux qui ne sert à rien de se dire ah ben oui non j'aurais dû autre chose, j'aurais dit ça sert à rien. Donc, quand je suis dans une humeur à faire comme ça, je me dis, bon, ben, on va faire quelque chose de nouveau, on va passer à l'étape suivante, et puis là, on va un peu faire les choses différemment en fonction de ce doute qu'il y a, ou peut-être effectivement, on va aller mieux faire les choses comme ça. Donc, faire une suite qui prend en compte cette remise en question plutôt que de mettre en doute ce qu'on a déjà fait. Et puis voilà, et puis dire, bah, comme ça, on aura fait un peu de choses, et puis ça peut toucher différentes sensibilités, et puis voilà, on ajuste. Parce que je sais en plus que c'est facile, parce que si ça entraîne vraiment le mental, je peux être rentré dans un truc, oh ben non, j'aurais pas dû faire, ou je fais n'importe quoi, et l'inertie et tout ça, et je veux surtout pas rentrer là-dedans. Donc c'est vrai que ça peut, au contraire, d'avoir un doute, ça peut me motiver à faire la prochaine action plus rapidement pour vraiment la poser et puis rester dans une dynamique et puis pas se perdre dans une espèce de marasme, mais au contraire enclencher l'étape d'après plus rapidement en prenant en compte cette remise en question, mais en ne la laissant pas mettre en péril l'édifice de ce qu'il y a eu déjà, quoi. Mais juste que ce doute permette juste d'affiner ce qui se fait après, quoi, la suite. Ton livre Main dans la main vers un monde plus sensible, que tu as coécrit avec Flora Gavant, Christine Leclerc-Scherling et Saverio Tomasella, vient de paraître aux éditions Lanor. Quel est le message clé que tu souhaites passer à travers cet ouvrage? Message clé, je dirais que si on est ensemble et qu'on est dans sa propre vérité, ben, on peut vraiment construire un monde complètement différent de celui dans lequel on vit et un monde qui comble nos aspirations, dans lequel on se sent bien. Donc, je pourrais dire que c'est ça le message clé, mais il y a sans doute quelque chose d'un peu plus global. Ce livre, en fait, c'est l'aboutissement de tous les livres que j'ai écrits avant parce que j'ai réussi vraiment à avoir la base solide parce que justement, ma vie est devenue concordante, parce que j'ai rencontré les bonnes personnes et que c'est mes trois co-auteurs là, de ce livre-là. C'est absolument formidable ce qu'ils ont pu m'apporter. Donc, je me suis senti un peu porté par eux et soutenu. Et donc, on s'est porté et soutenu mutuellement. Donc, j'arrive à aller plus loin dans quelque chose que j'ai toujours voulu communiquer, mais que, comme je disais tout à l'heure, qui n'était pas possible vraiment à communiquer puisque j'avais pas l'expérience dans ma vie vraiment qui confortait ou qui était concordante avec ce que je sentais, ce qui m'animait, ce que je sentais qu'il fallait transmettre. Donc là, il y a eu toutes les conditions vraiment d'être avec eux trois et puis d'être à ce moment-là de ma vie et puis avoir déjà écrit tout ce que j'ai écrit avant. Il y avait toutes les conditions pour arriver vraiment à l'aboutissement de tout ce que j'ai écrit. Puis à la fois, je dis c'est l'aboutissement, mais à la fois aussi c'est comme la dernière pierre d'aboutissement d'une construction de tout ce que j'écris maintenant. Et à la fois, c'est aussi la première pierre de tout ce que je sens maintenant qui est possible d'écrire, de construire, de transmettre. Donc c'est un peu cette chose charnière qui permet de boucler une boucle et à la fois d'en enclencher une peut-être encore plus grande, encore plus vaste.
Je pourrais dire le message clé, c'est un peu ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis. Tout est toujours possible. On peut, tant qu'on a je veux dire, tant qu'on a la vie, tant qu'on a en soi ce truc, on peut y croire. Et puis, je pourrais dire en un seul mot aussi, le message clé, c'est l'amour, hein, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, l'amour du monde. Enfin, un rapport vraiment dans la notion amour par rapport au monde, par rapport à son existence, par rapport à soi et par rapport au monde. Et je pense que quand on arrive vraiment à connecter ça et puis après à l'intégrer et à le diffuser, tout se met en place assez facilement. Donc c'est ça un peu le message du livre, mais c'est vraiment de dire main dans la main, ensemble, dans l'accueil, dans l'amour et dans la confiance. Et puis c'est vraiment une incitation, oui, à se faire confiance et puis là j'ai déjà dit tout à l'heure, faire confiance à ses ressentis, mais faire confiance à la force qu'on a en soi, que même si on la sent pas, elle est présente et qu'on peut la faire émerger et que tout ce qui nous semble limitant ou négatif, enfin tout ce qui peut nous apparaître comme ça, en fait, c'est une certaine surface des choses, c'est quelque chose dans lequel on peut être englué et tout ça, mais que en se connectant à quelque chose de plus profond, de plus vrai, en menant une existence plus vraie et qui ose, il y a un côté aussi un peu essayer de réveiller, on va dire, un peu les consciences, les personnes, la sensibilité. Saverio, il parle de révolution sensible, et main dans la main vers un monde plus sensible, on peut y voir vraiment un peu une manifeste d'une révolution sensible comme ça. Et c'est un peu exhorter les gens à oser, à se faire confiance, à pas subir, à pas prendre comme une facilité. Et puis, comme un chapitre que j'ai fait qui est inspiré par Flora, parce que c'est Flora qui avait d'abord dit cette notion de s'endoucir, endoucissons-nous, et dire non, c'est-à-dire aller même au contraire de ce qu'on peut nous dire. On peut nous dire hein, il faut s'endurcir, la vie c'est dur et tout ça. Et non, au contraire, moi je dirais tout le contraire, il faut aller dans la démarche inverse, il faut s'endoucir et la vie c'est pas dur, la vie, c'est qu'une étincelle, quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est vraiment basé sur une certaine magie et la vie n'est pas dure en soi et se reconnecter à ça, à une certaine légèreté, à une certaine voilà un côté un peu ludique dans la vie, enfin vraiment une légèreté. J'aime bien le mot light en anglais parce qu'il fait à la fois léger et puis lumière, donc je trouve que c'est vraiment ça, c'est vraiment la légèreté lumineuse et qu'on peut trouver au fond de soi et ne pas se résigner. Voilà, c'est ça aussi, je pourrais dire le message clé du livre, c'est ne pas se résigner aux conditions extérieures, parce que ça, ce n'est qu'une apparence, et ce qui compte, c'est ce qu'il y a au fond de nous, et au fond de nous, si on le fait fleurir, on peut l'amener à l'extérieur, dans le monde extérieur. Le monde extérieur n'a pas à nous toucher, puisque c'est de l'apparence, et c'est vraiment bête de se meurtrir ou de se conditionner ou de subir quelque chose qui n'est qu'apparence, alors qu'en faisant fleurir ce qui est au fond de nous, on peut changer l'apparence. Et même si à un moment ça va sembler compliqué ou difficile et tout ça, ça ne peut que être comme ça, puisque ce qui vient du fond de nous conditionne forcément l'apparence. L'apparence ne va pas, l'apparence ou la surface des choses, puisque l'apparence, peut se le dire, elle va forcément être impactée par ce qui est au plus profond, et forcément, c'est ce qui est au plus profond qui va avoir raison de la surface. Donc la surface peut complètement changer si on a confiance en ce qu'il y a au fond de nous, et c'est ça. Donc c'est tout ce message-là, mais vraiment, c'est amener les gens, oui, donc main dans la main, comme dit le titre, à se faire confiance et à oser être les acteurs et les vecteurs d'un monde beaucoup plus harmonieux, juste, sensible, heureux et tout ce qu'on veut que le monde soit. Et si on sent ces aspirations au fond de soi, c'est qu'on a les moyens de les mettre en vie, enfin en marche. Donc, pas se résigner ou se laisser dépérir en raison de la surface des choses telle qu'elle est maintenant. C'est le résultat comme dirait un peu Saverio Tomasella, du fonctionnement capitaliste, la société industrielle et tout ça, peut-être qui a fait cette surface-là, mais elle n'est pas du tout immuable. La surface, c'est la résultante de quelque chose qui s'est passé ces dernières années. Et ben, nous, maintenant, d'initier quelque chose de nouveau, et puis bientôt, la surface sera complètement différente. J'avais contacté Saverio justement pour nous parler de la révolution sensible, parce que c'est quelque chose qui m'avait interpellée dans l'un de ses livres que j'avais lu. Et je lui avais dit, j'aimerais vous interviewer pour parler de la révolution sensible, parce que je trouve ça génial, quoi.
Donc c'est marrant que t'en parles là parce qu'effectivement, c'était à la base le fruit de l'origine en fait de ma prise de contact avec lui. Et si tu avais une lampe d'Aladin pour faire évoluer quelque chose, ce serait quoi? Ben, quand la lampe d'Aladin, ça fait toujours penser à quand j'étais enfant et que j'entendais parler, enfin, vous voyez, ou le dessin animé, ou l'histoire, enfin, que j'entendais l'histoire. Il y avait toujours ce truc où je me disais, il faudrait trouver un vœu qui puisse se démultiplier comme ça, puis avoir donc beaucoup plus d'incidence que juste le vœu, mais que ça soit quelque chose qui se relaie un peu et puis qui ait une incidence globale ouais, qui soit évolutive, quoi. Donc, je cherchais quel pourrait être ce vœu-là, donc, quand j'étais enfant. Donc, ça me ramène à ça, la question sur la lampe d'Aladin, à mes recherches d'enfant, de quel vœu on pourrait faire pour que ça fasse boule de neige, et puis donc que le vœu entraîne toute une espèce de réaction en chaîne, avec un seul vœu, le moyen de mettre à profit, vraiment. Enfin, bon, il y en a trois comme des vœux. Bon, enfin, après, faire évoluer les choses, ben, je dirais que ça reviendrait peut-être un peu à ce que je viens de dire, quoi. C'est-à-dire évoluer les choses vers plus d'accueil, de solidarité, de prise de conscience, de confiance. Parce que c'est vrai que je trouve que ce qui manque beaucoup, c'est la confiance un peu. Hein, c'est un peu bien différents aspects, quoi. C'est comme l'amour de soi, l'amour du monde, l'amour des autres. La confiance en soi, toujours celle-là qu'il faut privilégier, je pense. Hein, c'est celle-là sur laquelle il faut travailler d'abord, parce que tant qu'on n'a pas cette assise-là, autant dans l'amour, autant dans la confiance, après, c'est plutôt casse-gueule d'aller directement aux autres couches. Mais donc la confiance, quoi, la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance au futur, la confiance au monde, la confiance au vivant, hein, je veux dire, un peu dans son ensemble. Donc faire évoluer les choses, qu'il y ait plus de confiance entre les personnes, je pense que ça serait une bonne chose. Après, on peut dire oui, mais comment? Enfin, je ne sais pas si après le vœu de la lampe d'Aladin, si on n'a pas forcément l'idée de la méthode, est-ce que ça marche quand même? Ou est-ce qu'il faut dire, ou est-ce qu'il faut donner une feuille de route? Je ne sais pas, ou juste un résultat. Quand tu me dis comme ça une lampe d'Aladin pour faire évoluer des choses, je me dis, bah, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que d'écrire un livre, ça peut être déjà comme si on avait une lampe d'Aladin entre les mains. On a un espace en fait où on peut mettre un peu voilà, les ingrédients qu'on veut pour essayer de susciter, d'inspirer des choses qui vont dans un certain sens pour faire évoluer des choses. Donc, c'est merveilleux. En fait, je me rends compte qu'à ma propre échelle, chaque livre, j'ai comme une lampe d'Aladin entre les mains. C'est joli, Ouais, mais tout à fait. j'aime toujours dire ça, puis c'est un peu toujours ce qui me porte quand j'ai lancé Surdou Essence, mais même avant, un peu dans tout ce que je fais, de dire que j'aime bien gommer les frontières, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire aussi bien les frontières ben voilà, physiques qu'entre les personnes ou même en soi-même qu'on peut avoir. Bon, après, je dis pas que ça veut dire qu'il faut forcément tout mélanger en tout, hein, c'est pas forcément ça l'idée non plus, mais faire en tout cas qu'il n'y ait pas de mur, quoi, vraiment, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, tout ça. Donc, le vœu de la lampe d'Aladin, je pense que ça serait quelque chose qui irait dans ce sens-là, qui irait dans le sens que faire tomber des murs qui peuvent exister entre les personnes, ou même parfois les murs qui puissent exister chez la même personne entre certaines de ses composantes, on va dire, ou certaines de ses aspirations aussi. Mais vraiment quelque chose qui pousserait là-dedans, qui pousserait à faire se dissoudre des barrières, quoi, des choses qui limitent, quoi. Il y a tellement une infinité de possibles et tout ce qui limite, ce qui met des carcans et tout ça, c'est vrai que ça m'a toujours heurté dans tous les domaines. Donc, ce serait quelque chose peut-être qui irait dans ce sens-là, d'effacer des limites, des barrières, des frontières et faire que les personnes puissent se trouver, que les choses puissent se rencontrer, se rejoindre, qu'il y ait des alchimies qui se créent, des symbioses, et puis et pour surtout pour plus de compréhension, parce que faire tomber ces frontières, c'est pour que les gens puissent plus se comprendre, et se comprendre elles-mêmes, et puis se comprendre les unes les autres. Il me semble que si vraiment les personnes trouvaient un espace où elles puissent vraiment s'exprimer pour se faire comprendre, bon après, il faut que la personne aussi à côté ait l'accueil pour comprendre. Si une personne a toutes les dispositions pour se faire comprendre, c'est pas dit forcément qu'elle soit comprise quand même, parce qu'il peut y avoir exister des barrières chez d'autres personnes. Mais en tout cas, si la compréhension
Et si la communication pouvait vraiment s'opérer entre des personnes, je pense que ça ferait disparaître la grande majorité des problèmes et des écueils qu'on peut rencontrer dans le monde. Donc, ce serait vraiment dans ce sens-là. Ouais, je partage ton avis. Et qu'aurais-tu envie qu'on retienne de toi? J'aimerais qu'on retienne de moi, c'est le côté, enfin, de moi. Je ne sais même pas si c'est de moi vraiment, parce que bon, mais enfin, ce que j'aimerais laisser, en tout cas, on va dire, c'est ce côté, cet élan positif, ce côté qui est à la fois dans l'expérience et dans la transmission. Donc, il y a un peu un double côté, mais il n'y aurait pas la transmission s'il n'y avait pas l'expérience. Mais bon, il faut qu'il y ait un peu les deux, quoi. Ça sert d'exemple, mais à la fois avec ce que je peux en avoir retiré aussi, quoi. Il y a l'expérience et ce que j'en ai retiré. Donc, de tout ça, qui est une incitation donc à quelque chose, à un élan positif, donc de rencontre, d'accueil, et puis une certaine ouverture et une façon d'appréhender la vie sans la subir, sans penser qu'il y a des choses, que c'est trop tard, quoi. Parce que c'est ça aussi que j'ai pas dit tout à l'heure sur le livre, qu'il n'est jamais trop tard. Ça pourrait être ça aussi le message clé du livre. Et que des petites choses comme ça, quoi, mais qui forment un peu un ensemble. Mais bon, il pourrait y avoir donc un peu, mais une espèce de dynamique positive, en tout cas, qui est transmise, que ce soit via les mots ou via l'expérience ou via les mots parlés ou les mots écrits, de quelque chose, d'une espèce d'élan de vie qui, je pense, est assez que j'ai réussi à connecter alors que je partais de très loin, puisque j'avais vraiment l'impression j'étais tellement coupé de la vie terrestre, en plus tellement peu dans mon cerveau dans les jeunes années, et puis bon, après, pas beaucoup mieux, parce que vraiment l'impression d'être très en marge, et puis donc d'être que dans le monde de l'écrit un peu. Et donc ça, quoi, voilà, ces espèces de graines semées, des graines d'étoiles, enfin des graines lumineuses comme ça, semées. Je ne sais pas trop si c'est retenir de moi, mais j'aimerais que ces graines poussent, quoi, voilà. Que ces graines semées poussent. Après, enfin, qu'on me les attribue ou pas, même c'est même pas la question, mais qu'en tout cas que ça pousse et que ça fleurisse. Parce que je me suis employé à semer. J'aime bien. Merci pour tout ce positif partagé, Alban. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Sophie, pour cet échange. Chère auditrice, cher auditeur, je vous invite à lire le nouvel ouvrage Main dans la main vers un monde plus sensible, comment révéler les hauts potentiels émotionnels aux éditions Lanor, qu'Alban Bourdi a coécrit avec Flora Gavant, Christine Leclerc-Scherling et Saverio Tomasella. Ce livre présente 4 vécus de la sensibilité grâce à 4 personnes formidables. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous emmène à la rencontre d'un nouvel invité. À très bientôt. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À la semaine prochaine.